Oui, c'est pas le 98% Netflix qui est rassurant. Mais après, tu sais qu'il y a plein de gens qui comprennent même pas ce que c'est. Parce que c'est pas une note, en fait, c'est un indice de recommandation. Donc, par exemple, toi, sur un film, tu peux avoir 98%, et puis moi, j'aurais 67. Parce que c'est fait en fonction du profil. Attends, pause. C'est quoi le Cryo Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on est de retour pour une interview entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Boutin. Bonjour Guillaume. Salut Valéran. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu es le fondateur de Sens Critique, qui est un site de notation de films et de communauté ciné et série. Quelle était l'idée de départ de Sens Critique? Pourquoi tu as eu envie de le créer? Alors déjà, j'étais pas tout seul, on est trois au départ. Il y avait deux dimensions dans la réflexion qui nous a poussé à créer Sens Critique. La première, c'était une dimension un peu business, on va dire, puisqu'au départ, nous, avant ça, on avait monté un site d'actualité de jeux vidéo qui s'appelle gamecube.com, qui est un site avec une rédaction, des journalistes, des news, des tests, etc. Et on a vendu ce site en 2007 et on se faisait une réflexion à l'époque qui était on prenait pleinement conscience de la force des forums sur les sites de jeux vidéo. Et c'est vrai que la vie... Jeuxvideo.com notamment, mais aussi Gamecult. En gros, à l'époque, tu avais jeuxvideo.com qui était le site très grand public mainstream, ouais. Et Gamecult qui était qui est toujours d'ailleurs le site avec une rédaction, une ligne éditoriale très engagée, très forte, totalement indépendante, etc. Mais bref, au-delà des avis des journalistes, on voyait à quel point les forums avaient du poids dans la recommandation, et plus globalement de se dire qu'aujourd'hui, si ton meilleur pote te conseille un jeu, ou te conseille un film, ou une série, même si c'est pas un expert, même si c'est pas un cinéphile, même si c'est pas le journaliste le plus pointu, tu l'écouteras toujours parce que c'est ton pote. Et puis tu as envie de partager des choses avec lui. Et bref, après avoir vendu Sens Critique, on s'est dit voilà, il faudrait qu'on puisse créer une plateforme qui permette justement à chacun de donner son avis sur n'importe quelle œuvre culturelle, donc film, livre, série, jeux vidéo, BD, musique, et de pouvoir facilement le partager, avoir les recommandations de ses potes, etc. Il faut se remettre aussi dans l'époque, c'était 2008-2009, donc c'était l'apogée c'était le début de la fin de MySpace, et c'était l'émergence de Facebook, qui commençait à devenir, c'était le raz-de-marée Facebook. Et donc tout le social, en fait, on rentrait dans une nouvelle ère d'Internet, où dans un premier temps, on avait des médias classiques avec des rédactions, des gens en face qui lisaient, là le social commençait, voilà. Donc il y avait cette réflexion business, et puis après il y avait une vraie réflexion perso, parce que tous les trois on passait notre temps à échanger sur, tiens, t'as vu telle série, tel film, tel jeu vidéo, mais on oubliait souvent en fait, et on se disait putain, il faudrait un outil, il faudrait un truc pour se souvenir des recommandations de ses potes, connaître instantanément la vie de ses potes, et plus globalement donner la parole aux gens, puisqu'on était convaincus que, alors peut-être pas toute la population, mais une bonne partie de la population peut avoir des avis très pertinents, et donner une vraie pluralité en fait dans les avis. Et donc voilà, donc on a créé la plateforme Sens Critique. Au départ, donc une grande base de données dans laquelle on référençait toutes les œuvres culturelles, donc les films, les livres, les séries, jeux vidéo, les BD, la musique, et ensuite des outils qui permettent aux gens de donner leur avis et d'interagir entre eux. Et à la communauté de s'en saisir pour donner son avis et puis orienter les gens vers ou justement à l'inverse d'un film, d'une série ou d'un livre. Exactement. Nous on se repose, voilà, nous on n'a pas de... Quand on nous demande c'est quoi la ligne éditoriale de Sens Critique, en fait la ligne éditoriale de Sens Critique, ce sont ses membres, tout simplement. Nous parfois on peut être en accord avec la base, parfois on est en désaccord, voilà, ça dépend. La chose qu'on a réussi à faire, c'est que c'est une communauté qui a une certaine exigence, on va dire, que parfois des gens peuvent trouver un petit peu élitiste, d'ailleurs un petit peu snob, mais bon, ça nous va bien. Non, mais on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être consensuel, on peut pas tout aimer. Mais la grande force, en revanche, c'est qu'il y a très peu de chapelles, c'est-à-dire que un blockbuster peut être très bien noté ou se faire défoncer. Un film d'auteur peut être bien noté ou se faire défoncer. Il n'y a pas de règles, ou très très peu, on va dire. Sur cette... Ouais, tu vois, je prends un exemple. Par exemple, tu vois, David Fincher, qui est un des réals les plus adorés sur Sens Critique, voilà, Inception, etc. Non, excusez-moi. Zodiac, Fight Club, T7, etc. Donc il a que des films qui sont très très bien notés. Et là, il a sorti Manque en décembre. Le film a un petit peu déplu à la communauté. Et il y a un vrai écart avec les autres notes. Et c'est pas parce que c'est Fincher qu'on adore qu'on va bien le noter, puisque le film est moyennement noté. Quel est le business model de Sens Critique? Comment vous vous rémunérez sur ce projet et cette entreprise? On se rémunère essentiellement avec la pub et un petit peu avec la data, avec une approche qui est sur la pub qu'on a voulu un petit peu innovante.
C'est-à-dire que quand tu arrives en France, il faut savoir, sur le marché des films et des séries, il y a un acteur qui est hégémonique, qui est Allociné. Encore plus il y a 7-8 ans. Donc qui capte aujourd'hui tout le gros du business des lancements de films et de séries. Parce que c'est une audience énorme. Hein. Allociné, c'est quasiment un Français sur 2 qui passe dessus une fois par mois. C'est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Après, voilà, c'est une belle boîte qui a fait des bons choix, qui a investi sur une app très très tôt, qui a un vrai puis qui a un service très fort. Hein. Enfin bref, je suis pas là pour faire leur pub. Et nous, quand on est arrivé sur ce marché, on savait qu'on serait pas aussi gros qu'Allociné, donc on s'est dit, il faut pas qu'on vende la même chose. C'est-à-dire que si tu as un gros acteur en face de toi, un très gros acteur, si tu fais la même chose que lui, globalement, il y a peu de choses que tu puisses t'en sortir parce que un annonceur a aucune raison de travailler avec toi. Il pourra tout à fait remplir ses objectifs avec ton concurrent. Donc nous, on a surtout essayé de penser la pub en partant de l'ADN de Sens Critique, qui est vraiment le bouche-oreille. Et aujourd'hui, ce qu'on propose aux distributeurs de films, aux diffuseurs de séries, etc., c'est d'encourager en fait le bouche-oreille sur leur sortie, de pousser nos membres à travers pas mal de petites mécaniques à interagir plus avec l'œuvre que ce qu'ils n'auraient fait. Donc voilà, ça passe par des jeux concours, ça passe par les relais, il y a plus de relais des avis positifs des membres, etc. On essaye de pousser l'œuvre, parce que nous, ce qu'on va surtout regarder quand on bosse avec ces gens-là, c'est l'activité en fait qu'on a réussi à créer par notre communauté sur le film ou la série. Plutôt que de juste afficher des bannières de pub, tout ce qu'il y a de plus classique. Et la réaction autour du film ou de la série, par exemple. Exactement. Il faut savoir que dans l'entertainment, la base, c'est le bouche-oreille. Tu peux faire ce que tu veux, en fait, quand tu lances un film. Tu peux mettre des dizaines de millions d'euros, tu peux acheter des journalistes, bon, bien que c'est pas vrai, les journalistes achètent très très peu. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. Si t'as pas de bouche-oreille, ton truc marchera pas. Et le bouche-oreille, c'est quelque chose qui échappe totalement à toutes les règles, à tout le marketing traditionnel. Bah ouais, parce que sinon, canaux, si on connaissait, si on était capable de trouver cette martingale, tous les films seraient des cartons. Et tu vois que t'as des gros studios qui se plantent avec des très gros films, t'as des petites boîtes qui marchent avec des petits films. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer, si tu veux, qu'on n'arrive pas à appréhender. Est-ce que c'est pas que lié à la qualité de l'œuvre? Est-ce que parfois ça peut être vraiment être lié à la manière dont elle a été consommée qui fait qu'on en communique dessus? Un bon film ou une bonne série, ça n'a jamais fait beaucoup spécialement. Enfin, c'est trop facile en fait. Déjà, il faudrait définir ce que c'est bon. C'est-à-dire ce que moi je trouve bon. Ça peut être différent même de la communauté Sens Critique. Ça peut être différent de ce que toi tu penses, de ce que toi, etc. Il y a pas de règle là-dessus. Donc non, ce qui fait le succès d'une œuvre, c'est quelque chose d'assez indéfinissable. Les raisons en tout cas sont indéfinissables, mais c'est le fait que les gens en parlent. Tu vois, je vais prendre un exemple. En ce moment, par exemple, c'est vrai que le carton du moment, c'est Lupin. De Netflix. Alors Lupin, typiquement, tu vois, ils s'attendaient à ce que ça marche bien, parce qu'ils cochaient quand même beaucoup de cases, ils connaissent bien, évidemment Netflix connaît très bien son audience, etc. Mais le carton qu'a fait la série à l'étranger, ils l'avaient pas vu venir. Et tu peux pas le voir venir, tu peux pas savoir ce qui va être un carton. Après, alors, quand tu commences à montrer ton film ou ta série à des gens, là, tu peux avoir comme ça des premières infos qui te laissent penser que ça va être un carton, mais quand tu le fais, quand tu le fabriques, c'est très difficile, à la fois sur le marketing, mais à la fois sur la création pure. Je comprends d'avoir ce recul sur ce que ça vaut vraiment et comment les gens vont s'en saisir. Et puis c'est vrai que sur Lupin, beaucoup de gens le critiquent et ils adorent. Et c'est peut-être aussi cette double critique négative, critique positive qui donne une grosse curiosité, et pour ceux qui pensent aimer et pour ceux qui pensent ne pas aimer. C'est le cercle vertueux du bouche-oreille. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde en parle, même si tu es un peu exigeant, typiquement, et tu vois, c'est le cas chez nous. Tu vois, Lupin, chez nous, en ce moment, c'est la série qui est la plus notée. Et pourtant, nous, on est un peu exigeants, machin. Mais les gens y vont. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc aussi qui est assez clé dans la consommation en entertainment. C'est que tu ne vas pas forcément consommer une œuvre que parce qu'elle est bonne. Tu vas le faire aussi pour du plaisir. C'est ce qu'on appelle les plaisirs coupables. Tu vois, il y a des films, tu sais que c'est des films de merde, mais tu les aimes bien. Parce que ça va toucher une émotion. Puis tu as toute cette dimension d'émotion qui est essentielle, qui n'est pas que liée à la qualité. Et puis enfin, tu as ce truc d'avoir ça en commun. C'est-à-dire, et je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tous tes potes ont vu une série, tu as envie de la partager avec tes potes. Tu as envie que le soir, quand vous allez boire une bière et qu'ils vont en parler, tu veux aussi pouvoir en parler. Dans ton entreprise, je vais faire une caricature, mais devant la machine à café, si tout le monde parle d'un programme, d'un point de vue social, entre guillemets, social au sens global du terme, tu veux pouvoir partager ça avec les gens et toi aussi, tu veux pouvoir te faire ton opinion dessus. Le cinéma a changé beaucoup avec le streaming. Comment toi tu vois le rapport à la consommation modifié depuis que Netflix, Disney et Amazon ont pris le pouvoir? Tu sais qu'on pourra en parler 4 heures de ça. Hein. C'est un très très vaste sujet.
Effectivement, oui, depuis 3 ans, on va dire, c'est une industrie qui a été totalement bouleversée. Après, alors, même dans l'appréciation de la chose, il faut voir si tu raisonnes sur le marché français ou l'international, où c'est un petit peu différent. C'est certain qu'aujourd'hui, le streaming est devenu la consommation principale de films et de séries. Comme en plus, avec l'année 2020 et encore cette année avec le Covid, ce sont des phénomènes qui ont été complètement accélérés. Donc il y avait déjà une tendance qui était très forte. Et là, l'année dernière, Netflix, c'est plus 25% d'abonnés, ce qui est fou. Déjà, les mecs avaient des croissances pas possibles. Mais Amazon, c'est pareil. Disney, quand ils sont lancés aux États-Unis, en 4 mois, si je dis pas de conneries, faudrait vérifier les chiffres, mais en gros, c'est ça. En quelques mois, ils avaient fait leurs objectifs d'abonnés à 4 ans. C'est-à-dire que c'est un raz-de-marée incroyable. Alors, ça bouleverse l'industrie. C'est difficile aujourd'hui de mesurer comment ça la bouleverse parce qu'on est en plein dedans, tu vois, et c'est toujours difficile d'analyser une situation quand tu es dedans. On manque encore un peu de recul. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les chiffres d'entrée au cinéma, alors jusqu'à ce que le Covid arrive, en France, sont plutôt stables et plutôt hauts. C'est-à-dire qu'on est beaucoup allé au cinéma. On continue beaucoup d'aller au cinéma en France, et même dans le monde d'ailleurs. En revanche, le phénomène qui se crée, et je vais peut-être plus vous parler de la France parce que je connais moins le truc international. En gros, en France, en fait, il y a toujours autant d'entrées, il peut y avoir des progressions, mais ça se concentre sur moins de films. En fait, aujourd'hui, si tu prends le top 10 des entrées françaises qui vont être grosso modo des films Disney, des James Bond, des Mignons, peut-être 2 très grosses comédies françaises de Philippe Lachaud ou de Danny Boone, on va dire. T'arrives déjà quasiment à 30% des entrées, sachant qu'il y a à peu près entre 600 et 700 films qui sortent par an. Et donc, il y a toujours autant d'entrées au cinéma. En revanche, ça se concentre sur des gros films. Et donc, pour les distributeurs qui sortent des films plus petits, ça devient de plus en plus dur. Et face à la concurrence du streaming, ça devient encore plus dur aujourd'hui. Après, la France est un pays très particulier parce que la France est un pays qui est très réglementé sur les financements du cinéma, notamment le CNC, qui passe par le CNC, sur la réglementation de la diffusion des œuvres. Il y a ce qu'on appelle en France la chronologie des médias, qui fait qu'en gros, un film sort en salle à une date X, 4 mois après, ou 3 mois selon, c'est assez compliqué, mais 3-4 mois après, il peut sortir en VOD ou en DVD. Au bout de 8 mois, il peut être dispo en première fenêtre payante, donc c'est-à-dire Canal ou OCS. 16 mois, à peu près, j'ai plus les chiffres exacts, 16 mois en deuxième fenêtre payante, donc les chaînes type Ciné+, ou sur une autre chaîne payante. Au bout de 24 ou 28 mois sur les chaînes classiques. Du service public. Ouais, ou TF1 ou machin. Et au bout de 36 mois, 32 maintenant je crois, sur les services de plateforme. Donc tu t'imagines ce truc. Donc, parce que la France, le CNC, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, fait que le cinéma et la salle de cinéma est extrêmement préservée. Et il y a un autre truc qui se crée en France, c'est que tout le monde finance la production du cinéma français. C'est pour ça que le cinéma français est aussi dynamique et produit autant de films. C'est parce que quand tu payes ton ticket de cinéma, tu as 2 € et quelques qui vont être reversés au CNC, qui sont réinvestis dans la production. Canal+, en échange du droit de proposer des films très tôt, doit reverser X% de son chiffre d'affaires pour produire des films. Et là, c'est la grande nouveauté de cette année. Les plateformes aussi, maintenant, sont soumises à cette même réglementation. Et donc, Netflix, Prime, etc. Netflix, en l'occurrence, là, il faudrait vérifier, mais c'est en train de se mettre en place, va devoir reverser 20% de son chiffre d'affaires dans de la production française. Et donc là, Netflix, mais d'autres plateformes, deviennent des vrais acteurs de la production, puisqu'ils ont obligation légale à investir dans la production de films. Et donc, ce qui risque peut-être de se passer, c'est que des projets de films qui étaient partis pour être financés, produits pour aller en salle, soient directement financés, produits par les plateformes pour être diffusés sur les plateformes et pour ne pas avoir à proposer des films 3 ans après la sortie salle. Puisqu'un film, au bout de 3 ans, il vaut quasiment plus rien, en fait. Il a été tellement diffusé avant. Et du coup, Netflix ne cherchera pas à produire des films en France pour aller en salle. Ils chercheront à le faire pour aller directement sur leur plateforme. On ne sait pas, parce que tu peux te dire, tu vois, si on se projette dans quelques années, que peut-être que c'est ce qui se fait un petit peu aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est embryonnaire, mais typiquement, ils peuvent racheter des salles de cinéma, par exemple. Qui dit que demain, Netflix, dans le cadre de ton abonnement, tu n'auras pas, comme ta carte UGC pour machin, tu auras accès à la plateforme Netflix, mais tu auras pourquoi pas aussi accès à un réseau de salles. C'est très difficile de se projeter aujourd'hui. La seule chose qui est vraie, si on veut voir les choses autrement,
c'est globalement les 3 plus grosses plateformes, les 4 plus grosses plateformes de streaming dans le monde, donc Netflix, Disney, Apple, Amazon, appartiennent à 4 sociétés qui sont dans le top 15 des capitalisations boursières du monde. Oui, donc ça risque de... Donc ce sont des boîtes avec des moyens colossaux et qui vont probablement réinventer la production du système. En revanche, il y a un truc auquel moi je ne crois pas, ce que tout le monde craint, c'est la mort des salles. L'expérience de voir un film en salle est quelque chose qui est unique, que tu ne pourras jamais reproduire chez toi. Voilà, voir un Marvel sur un grand écran ou sur ton téléphone, c'est pas la même. Voir une comédie, tu sais, ça paraît quoi? Alors une comédie, c'est pas impressionnant visuellement, mais une salle qui rigole, c'est autre chose que toi tout seul, comme un con dans ta télé, où tu vas juste sourire. C'est-à-dire que toute cette expérience, donc je crois pas que la salle va disparaître, c'est sûr qu'il va y avoir des changements, probablement difficiles, notamment pour les exploitants de salles ou les distributeurs de films. Là, on vit, en ce moment, les mecs, tu te rends compte, ils ont quasiment les salles qui sont fermées depuis presque 1 an. Les distributeurs de films, pareil, ils peuvent pas sortir de films, alors que ce sont des films qu'ils ont achetés. Donc, on est dans une situation qui est très compliquée, même si ces sociétés sont aidées. Mais donc, il va se passer beaucoup de choses, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile d'être devin et de dire, tiens, voilà, dans 5 ans, où on en sera. Mais c'est certain qu'on a complètement bouleversé les habitudes. Et la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, tu peux te dire que, là aussi, c'est des chiffres à vérifier dans le détail, mais Netflix, si je dis pas de bêtises, c'est entre 5 et 6 millions de personnes qui regardent Netflix tous les soirs. Ce qui en fait la première chaîne de télé. Qui fait que ça bascule aussi, et puis qui fait que tout le système de films qui se passe après 20h30, 21h sur la chaîne de télévision se retrouve... Alors après, il y a quand même des exceptions. Tu vois, là, dimanche, sur TF1, Le Sens de la Fête, boum, record d'audience, 7 millions de spectateurs. Parfois, comme ça, t'as des trucs. Mais même, tu sais, les petites chaînes TNT, tu as les W9, etc., qui te rediffusent des bons vieux Die Hard ou je sais pas quoi, ou des bons vieux films des années 90, ils vont faire 1 million, 1,5 million quand même d'audience. Donc ça existe toujours encore. Mais c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Moi, je viens d'une génération où, quand j'avais 20 balais, si je voulais voir un film, j'avais pas 40 solutions, j'en avais 3. Soit je le matais à la télé, et éventuellement je l'enregistrais, j'avais une petite collection de cassettes de films. Soit j'allais l'acheter à la Fnac, mais ça me coûtait un bras. Soit j'allais au vidéoclub le louer, et il n'y avait pas tout. Aujourd'hui, avec le streaming illégal et avec le piratage, déjà tu as accès à tout. Globalement, tous les films, donc ce qui est assez extraordinaire d'un point de vue culture, mais ce qui est aussi un drame pour l'industrie, parce que c'est des énormes manques à gagner. Donc la disponibilité des œuvres aujourd'hui est devenue complètement folle, en fait. Et moi, je pense que c'est très bien, parce que ça va probablement faire naître des générations... un gamin cinéphile de 20 ans qui rêve de devenir réalisateur, il va pouvoir se faire toute sa culture ciné en quelques années, alors qu'avant, c'était hyper compliqué, quoi. Les sites de streaming comme Amazon, Apple, Disney ou Netflix ont, et sont très connus aussi, notamment Netflix, pour leur algorithme de recommandation, qui cherche à garder l'utilisateur sur la plateforme. Est-ce que finalement, ça, c'est pas une forme de bouche à oreille individuelle qu'on se ferait à soi-même par ces algorithmes? Ce que je vais vous dire n'engage que moi. Okay. Je crois pas à l'algorithme de recommandation magique. Je pense que c'est beaucoup de marketing. Parce que c'est très, même intellectuellement, c'est extraordinairement compliqué. C'est-à-dire, je vais te recommander, certes, alors je vais dire une bêtise, mais je sais pas, si je sais que tu as vu Les Affranchis et Le Parrain, ok, je vais te recommander Casino, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait le MIT pour ça. Mais dès que tu passes ce cap archi basique, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est-à-dire que dans toutes les études, tous les témoignages, on parle beaucoup de Netflix, parce que Netflix s'est fait connaître grâce à cet algorithme. Mais en vrai, tous les gens qui ont testé disent ouais, c'est de la merde, ça me propose que de la merde, etc., etc. Donc en vrai, moi j'y crois pas trop à ça. En revanche, c'est un extraordinaire levier marketing et Netflix, notamment quand ils sont arrivés alors, sur le marché mondial, mais en particulier français, si on se souvient, donc je sais plus, c'était en 2015, je crois, je ne sais plus la date exacte, ils mettaient énormément en avant l'algorithme de recommandation et les journalistes reprenaient ça de manière, je porte pas de jugement, mais de manière, les mecs qui reprenaient les communiqués de presse et ils ont une campagne de presse gratuite, entre guillemets, de journalistes qui étaient tous fascinés par cet algorithme de recommandation magique, etc. Donc ça a été un très très bel argument marketing. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les algorithmes de recommandation, beaucoup de plateformes en reviennent. Si tu prends l'exemple de HBO, par exemple, aux États-Unis, eux mettent en avant une vraie curation humaine, avec des experts qui vont te proposer des choses, etc. Netflix a annoncé qu'ils allaient intégrer de la curation humaine.
Et donc changer vraiment, toujours garder cette logique d'algo, mais on va aller vers des vrais gens, et les gens veulent des vrais gens. Et le côté algorithme, je crois que les gens peuvent en avoir un petit peu marre en fait, de ce côté un petit peu très impersonnel, intelligence artificielle, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a un vrai retour de la recommandation par des vraies personnes. J'ai envie de terminer cet entretien par parler de Popcorns, qui est votre projet à sens critique de recommandation de films automatisés. Quel film vous regardez ce soir? C'est presque un peu ça. Où est-ce que ça en est et comment tu veux développer ce projet-là? Popcorn, c'est un side project qu'on a lancé, qui est toujours un peu en bêta, donc on pousse pas encore parce qu'on bosse beaucoup, on itère en fait beaucoup dessus. Popcorn, c'est le principe de répondre à cette question un peu existentielle où quand tu lances ta plateforme le soir, il y en a tellement, tu sais pas par où y aller. Et je vais paraphraser un tweetos dont j'ai oublié le nom, Viande quelque chose, c'est un mec très drôle. Qui dit au final ce que je regarde le plus sur Netflix, c'est la page d'accueil. Et en fait, ce problème du choix, le problème du choix sur les plateformes, et en plus avec la multiplication des plateformes, donc déjà tu galères quand tu as Netflix, bon, si en plus tu vas sur Amazon, tu mets 1 heure à choisir, et à la fin il est 10h30, tu dis que tu vas aller te coucher, donc tu vas finir ta soirée en regardant la fin de L'amour est dans le pré, tu vois, pour caricaturer. Et nous, on a voulu essayer de résoudre un petit peu ce truc-là, donc en proposant un service qui est très simple. L'idée, c'est que tu indiques les plateformes auxquelles tu es abonné, et nous, déjà, on va tout te mettre dans un seul et même espace. Tu n'as pas à te faire chier à aller sur les différentes plateformes. Et ensuite, on va se fonder un peu en partie en fait, sur les datas de Sens Critique, pour te faire remonter globalement ce qu'il y a de bien à travers des sélections qui sont issues pour le coup de nos datas. Donc voilà, typiquement, plutôt que d'avoir toutes les nouveautés, nous, on va te proposer une sélection des bonnes nouveautés, bon, selon la communauté Sens Critique, ce qui va déjà restreindre ton choix. On va te proposer les meilleurs films policiers, les meilleurs films de SF, les meilleurs films avec Brad Pitt, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de proposer des sélections où il y a un filtre, entre guillemets... de qualitatif, histoire d'avoir vraiment le choix entre des bons trucs. Qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire que si, par exemple, même si une œuvre n'est pas très bien notée, mais si elle a beaucoup, beaucoup de notes, on va quand même te la pousser parce qu'on considère que ça fait partie des choses, ouais, parce que il est possible que ça t'intéresse aussi parce que tout le monde en parle. Ok, je comprends très bien. C'est les deux questions pour terminer cette interview. Qui tu aimerais faire venir sur la chaîne? Il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent Alzieux, qui, avec son frère, ont monté un site internet au début des années 2000, fin des années 90, un peu quand à l'époque nous on a monté Gamecult, qui a monté le site Les Numériques, qui est un site comparatif de tests de matos. Et c'est une aventure entrepreneuriale assez extraordinaire, puisque depuis, donc, ils ont été rachetés par la filiale web de TF1, il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est devenu un groupe, puisque après, donc c'est pas nous qui l'ont racheté, mais après, ils ont même racheté Gamecult. Ils ont racheté quelques petits sites qu'ils ont vraiment bien développés, notamment Beauté Passion. Voilà, et puis Vincent, au-delà de ça, est devenu quelqu'un qui au départ donc s'occupait de son site, et puis au final maintenant il dirige un groupe de plusieurs sites hyper intéressants, et je pense que c'est un très joli parcours sur plus de 20 ans de deux frères qui ont une idée, et voilà, donc je pense que c'est quelqu'un à mon avis d'assez intéressant Super, on lui proposera de venir. Et c'est la dernière question de cet entretien, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis la phrase « trace tes contours » ? C'est le slogan du média. Je pense qu'il faut surtout pas se placer de limites. Je pense qu'il faut... Après, peut-être que je l'interprète mal. Hein, mais pour moi, justement, les contours sont faits pour être bougés. Les plus grandes aventures entrepreneuriales, les trucs les plus intéressants, sont des gens qui sont justement capables de sortir des cadres, des limites, qui ne s'enferment pas dans du dogme. Et si tu prends pour acquis quelque chose qui fonctionne bien, ça, en général, à un moment ou à un autre... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu regardes toutes les plus grandes boîtes passent leur temps à innover, à innover, à innover. Il faut toujours garder le cap de sa mission. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de limites, et il ne faut jamais hésiter à casser pour recommencer. Quand on a inventé l'électricité, les fabricants de bougies, ils pensaient que leur métier, c'était de fabriquer des bougies, alors qu'en fait, leur métier, c'était d'éclairer. Je te remercie beaucoup, Guillaume. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. Je suis en plus un grand fan de ciné. Anto qui est derrière la caméra le sait. Et c'était un vrai plaisir de te faire venir aussi sur la chaîne. Et merci pour toute ton analyse. J'étais ravi. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview entrepreneur. C'était Valentin pour Le Crayon. Ciao. Let's begin.
history of literature. He was a young